Bonjour, bienvenue dans le canapé de vie. Chaque année au collège, certains de mes profs nous faisaient découvrir des films plus ou moins en lien avec la thématique du cours. J'étais fascinée de voir certains de mes camarades de classe s'émerveiller devant ces œuvres qui marquent encore nos esprits aujourd'hui. Celles-ci peuvent nous toucher tout au long de notre vie grâce à la filmographie d'une réalisatrice ou d'un réalisateur. C'est le cas de Caroline qui nous partage ses émotions face à la filmographie d'un de ses réalisateurs préférés. J'espère que cet épisode résonnera avec vous. N'hésitez pas à venir me laisser 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Installez-vous confortablement, faites comme chez vous et bonne écoute. Bonjour Caroline, je suis super contente de t'avoir dans mon podcast aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais déjà nous dire comment ça va? Salut Bérénice, ça va bien. Ça va bien. Il y a un petit rayon de soleil là où je suis, donc j'en profite. On se rapproche de l'essentiel pour aller bien en ce moment, je crois. Ouais, il faut, c'est important. Est-ce que tu pourrais te présenter? Donc, je suis Caroline Saphir. J'ai la chance depuis quelques années de diriger Comme une image, qui est une fabrique de cinéma inclusive et solidaire qui se trouve à Saint-Ouen, dans le 93. Et avant toute chose, je pense que je suis une passionnée de cinéma qui a fait un petit peu toute sa carrière à différents postes de la chaîne de production et de diffusion et qui a eu, j'aime bien parler de moi à la troisième personne, et qui a eu une Ouais. révélation, je pense, en 2017 au moment du MeToo, Oui. avec l'envie de changer l'industrie cinématographique audiovisuelle de l'intérieur, et qui est un petit peu mon moteur aujourd'hui dans mon travail et dans ma Ok. vie. Ok. Et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais nous parler, alors, pas forcément d'un film ou d'une série, mais en tout cas d'une personnalité dans le cinéma qui a eu un impact dans ta vie? Ouais, ben en fait, c'est un peu toute la filmographie de Pedro Almodovar qui m'a accompagnée un peu dans plein d'étapes de ma vie. Je pense que c'est ce réalisateur-là qui m'a donné envie de faire du cinéma, déjà, en premier lieu. Donc c'est déjà assez transformatif. Ouais. Et est-ce que tu te souviens la première fois, en tout cas le premier film que tu as vu de lui? Ouais, et alors en plus j'ai eu la chance de vivre en Espagne, donc du coup j'ai vraiment découvert la filmo avec des Espagnols. Donc j'ai été bien Ouais. accompagnée dans ma découverte du Pedrito. Euh, je pense que alors j'ai dû voir Tout sur ma mère en premier, mais bizarrement c'est pas celui qui m'a le plus impacté. J'ai vu Talon aiguille. Talon aiguille m'avait beaucoup marqué. Oui. Et aussi, dans les premiers films que j'ai vus de Pedro, c'est Pepe Luli et Bang et Otras Chicas del Montón. C'est Ah, son je connais premier pas film. celui-ci. Et Ouais. on voit déjà sa patte qui m'avait bien impactée. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce premier film? Bah, c'est un film, bah, comme dans un peu dans toute la filmo d'Almodovar, déjà moi ce que je retiens, et ça dès le premier film, c'est une certaine forme d'habilité assez unique de représenter les femmes. Ce qui est étonnant parce que, enfin, encore une fois, quand on parle souvent de représentation, on se dit que c'est les réalisatrices qui parlent le mieux des femmes, et c'est sans doute vrai, mais il y a peut-être ce petit pas de côté chez Almodovar et cette espèce de grande sensibilité qui fait un portrait des femmes qui est assez unique en son genre. Mais déjà parce qu'il y a une priorité aux personnages féminins. Donc là, Pépi et Bones, c'est des Mmh. personnages féminins. Mais c'est un peu le cas au travers un peu toute la filmo. Donc des rôles principaux féminins, puissants, qui sont authentiques, qui sont nuancés, qui sont au cœur du récit, c'est quand même très rare. Donc je pense que ça a joué, en fait. Moi, je l'ai découvert, j'étais ado, jeune adulte. Donc en fait, il a accompagné la fin de ma découverte de ma propre féminité, je dirais. Ouais. Et puis, il dépeint en fait des relations entre les femmes, notamment entre les mères et les filles, entre les sœurs, entre les amis. Euh,
avec quelque chose de très pointilleux enfin, de très précis, avec une forte attention aux détails dans les rapports. Enfin, tout ça, c'est vraiment de la dentelle. C'est construit avec tellement de précision et d'attention aux détails que pour moi, ça a été assez, en tant que femme, assez révélateur. C'est-à-dire que ça m'a donné, enfin, ça a eu comme impact sur moi en tant que personne, mais en tant que femme, l'idée qu'il n'y avait pas une seule trajectoire de féminité Mhm. et qu'en réalité, mais un peu comme j'imagine voilà, tout ce qu'on apprend sur enfin, la virilité toxique dans le sens inverse aujourd'hui sur le rôle des hommes, mais moi, ça a été assez constitutif Oui. de comment je me positionne en tant que femme dans la société, et de me dire qu'en fait, il y avait plein de nuances, il n'y avait pas une seule façon d'être femme, il n'y avait pas une seule façon Mhm. de trouver sa place. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a accompagnée dans la façon de devenir adulte. Alors, je te rejoins sur la découverte de Pedro Almodovar, puisque moi, j'ai la première fois en fait que j'ai vu un de ses films, c'était Talons aiguilles aussi, et ça m'avait particulièrement marqué. C'était avec Victoria Abril, si je me trompe pas, et Antonio Banderas. Et du coup, c'était vraiment la découverte. Un jour, en fait, notre prof en quatrième, notre prof d'espagnol, nous dit voilà, j'ai un film à vous faire regarder. Elle nous l'a balancé un peu banalement comme ça. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était pas forcément, enfin à l'époque, c'était pas forcément l'histoire en tant que telle, c'était les couleurs. Je suis très sensible aux couleurs et je trouvais que ça me faisait beaucoup penser à des tableaux. Le rouge, je trouvais que c'était hyper présent, le bleu, enfin ça, dans les costumes, même les tableaux, tu vois les Ouais, tableaux dans les films. Je te dis ça parce que par exemple, je pense au film Les ouais, Étreintes brisées avec Penelope Cruz. Et donc, qui est un film avec une mise en abîme. Et je trouve qu'à chaque fois, par exemple, le rouge est très présent. Le rouge, la passion et tout ce que ça peut évoquer. Et ça a été pour ma part en tout cas, ma première porte d'entrée avec Pedro Almodovar. Et sur le côté féminité, je te rejoins aussi, en tout cas à plusieurs années plus tard. Mais ce que j'ai vu, moi, en premier lieu, c'était le fait qu'il arrivait à magnifier la souffrance. C'est qu'à chaque fois, par exemple, ces personnages étaient toujours dans des... Enfin, pas forcément tout le temps, mais en tout cas, je trouvais qu'il y avait des histoires qui étaient quand même assez sombres ou parfois tragiques ou assez difficiles. Mais justement, par soit les costumes ou soit par l'histoire ou par la dignité de chacune de ces actrices, eh ben, je trouvais qu'il arrivait à magnifier ça. Je sais bah pas ce ouais, que t'en c'est penses. plus comment on remet de la vie dans quelque chose de très mortifère, en fait. Donc, Ouais, complètement. on est sur des sujets extrêmement violents, enfin, Mhm. de la violence conjugale, on parlait de Goldberg tout à l'heure, à l'inceste, tu vois, aux violences sexuelles sur les enfants, dans la maléducation, ce genre de trucs. Ouais, Des thématiques qui sont très mortifères, en fait, dans lesquelles il arrive à insuffler voilà, cette vie-là. Et je pense que les couleurs primaires, enfin l'intensité des couleurs primaires, c'est assez enfantin aussi comme façon de représenter ouais, l'existence. Mais ça, c'est comme si on partait de quelque chose de très noir et qu'on réinsufflait de la vie dedans. complètement, carrément. Et je trouve aussi c'est la force dans ces films, c'est aussi les actrices qu'il choisit et qu'on retrouve à des rôles complètement différents, mais on a l'impression que ça fait un peu, tu vois, comme une série, même si les histoires sont différentes. Je pense, bah, alors il y a Penelope Cruz, il y a Rosy de Palma, voilà, Carmen Maura, c'est toutes ces actrices-là qui sont assez emblématiques et bah, qui subliment autant par les différents scénarios qu'il a écrits avec elle, enfin en tout cas pour ses rôles, que par les histoires en elles-mêmes. Mais C'est marrant parce que je crois, il était coiffeur de formation. ouais, Et dans son rapport avec la façon dont il cadre les femmes et qu'il les met, il y a quelque chose du soin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose oui, euh, de presque du rapport tactile, de la sublimation, mais moi, j'ai l'impression, en tout cas, je repense, tu vois, genre, au gros plan, par exemple, de Bolbert sur Penelope Cruz, mais il y en a plein d'autres
tu as vraiment l'impression d'avoir le coiffeur derrière toi qui regarde son œuvre dans le Mmh. miroir. C'est assez, tu vois, il y a quelque chose Ouais, de très fin, d'un rapport quasiment de proximité avec le toucher. oui, c'est vrai. Et si tu devais choisir, un film là, ce serait Alors lequel? c'est pas celui qui a le plus de de sens du point de vue social ou militant ou quoi au caisse, mais c'est pour moi celui qui représente le plus, la touch, almodovardienne, ce serait Ouais. Femme au bord de la crise de nerfs. Femme au bord de la crise de nerfs. Une histoire de femme qui aime les hommes. Je n'ai jamais aimé d'autre homme que toi. Dis-moi que tu serais morte si je n'étais pas revenu. Je serais morte si tu n'étais pas revenu. Des femmes qui adorent se venger. Et des hommes qui essaient de leur échapper. Ivan? Moi, je sais qu'il devait nous appeler Ivan. Est-ce qu'il va me rappeler? Non. Et oublie ce guignol, chérie. Maintenant, voulez-vous me dire qui est cet Ivan? Tu es un faible, Ivan. Ivan? Tu sais où est Ivan? Ivan! Du metteur en scène de renommée internationale Pedro Almodovar, qui a réalisé une comédie follement délirante, qui ne suit aucune règle, n'épargne aucune victime, ne fait aucun prisonnier. Vous conviendrez qu'il est arrivé quelque chose d'étrange ici. Femme au bord de la crise de nerfs. Parce qu'il y a aussi dans la satire, enfin pas dans la satire, mais dans la comédie, je trouve qu'on dévalorise beaucoup la comédie dans le cinéma. On lui donne pas Mmh. sa juste place dans la puissance qu'elle peut avoir, dans le lien qu'elle crée entre les gens, et cetera, et là, on est vraiment sur, enfin sur un film, enfin moi je pourrais le voir, 12 milliards de fois et rire autant et apprécier autant. Il y a des performances, d'acting qui sont folles. Il y a tout Almodovar dedans, alors que tu es sur un format quasiment de pièce de théâtre, hein, tu sais, enfin, en termes de colorimétrie, on est complètement dedans. En plus, c'est les années 80, donc il y a vraiment quelque chose de quasiment suranné. Et pourtant, il y a, enfin, pour moi, c'est un film un peu doudou, Femme au bord de la crise de nerfs. Il y a quelque chose de caricatural, mais en même temps, quand tu rassembles toutes les femmes qui sont dans ce film, tu as l'impression qu'en fait, tu en fais une. C'est assez juste. Oui. Voilà, il y a plein de lectures de ce film-là. Et est-ce que ça t'est arrivé, parmi toute sa filmographie là, si tu devais en citer, enfin, ce qui te viendrait en tête, d'avoir un personnage sur lequel tu as pu t'identifier? Bah, en fait, à plusieurs étapes de ma vie, il y a des personnages qui m'ont parlé plus que d'autres. En fait, je suis pas sûre de m'identifier spécifiquement à une femme, parce que je trouve que En oui, parce que je pense particulier? qu'en fait, heu, c'est la femme dans son ensemble qui décrit à travers cette myriade de personnages-là. Mmh. Et tu vois, typiquement, surtout sur ma mère, tu as la mère, tu as la mère, tu as la nonne et tu as la putain, tu vois ce que je veux dire? Il y a Oui. et encore une fois, c'est un triptyque ultra caricatural contre lequel on a tendance justement à se battre quand on est féministe comme moi et en fait, lui, il va aller déconstruire, par la caricature, et te donner des clés pour savoir qu'est-ce qui constitue une femme dans son ensemble. Et moi, je pense pas qu'on puisse se, mmh, se sentir, enfin moi, en tout cas, moi, je peux pas me sentir, représentée dans mon ensemble avec un Oui. personnage. Je vais aller piocher dans plein de personnages différents, des OK. éléments. Et même dans les personnages queer, tu vois, où en fait, il y aurait on peut se sentir, Ouais. décalé, tu vois, par rapport à un homme, enfin une femme trans ou en transition, prostituée, et cetera, comme c'est le cas dans Tout sur ma mère, par exemple. Et ben, si en fait, là, ce que tu retiens, c'est qu'il peut y avoir de la virilité dans la féminité, heu Bien sûr. et c'est ça qui est riche, en fait. Je trouve que c'est une palette, en fait. Exactement, on en revient en couleurs, mais en fait, c'est une palette. C'est une palette de personnages qui viennent, illustrer ce que peut être une femme dans son ensemble. Et du coup, comment est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les répercussions que ça a pu avoir dans ta vie, sa filmographie? Comment tu as pu, capter son essence et t'en inspirer dans ta vie? Bah, déjà, comme je te disais, en fait, c'est vraiment en voyant Almodovar
enfin, en voyant cette filmographie-là, que je me suis dit que je voulais faire du cinéma. D'accord. Parce que moi, enfin, parce que ma vision de l'industrie, quand j'ai commencé ma carrière, elle était, bah, c'était pré-MeToo et donc j'avais la sensation qu'il y avait un plafond de verre extrêmement puissant, que les femmes n'étaient pas considérées, que ça allait être plus compliqué, que ça allait être difficile. Et en fait, cette façon de magnifier les personnages féminins, ça m'a un petit peu ouvert des perspectives en me disant, euh, s'il y a des places à prendre, euh, et enfin, il y a une perspective en tout état de cause. Et puis, je me suis aussi rendu compte qu'on pouvait être militant en faisant du cinéma. Alors, il y a plein de gens qui sont militants, mais en fait, cette approche-là m'a parlé plus particulièrement. Et du coup, je me suis dit, oui, mais peut-être qu'aussi, euh, je, je peux, à ma manière, faire passer un message, parce qu'on a toujours cette espèce de culpabilité quand on fait un métier passion et culturel, de se dire, bah, on ne sauve Ouais, pas des vies, tu vois ce que je veux dire? Je suis pas cardiologue, bien sûr. enfin, tu vois, je perds pas à cœur ouvert, je suis pas infirmière, c'est toute cette notion d'essentialité. Et en fait, au final, ben, si à travers des projets de films, on change le monde d'une certaine manière. Ah, Donc, complètement. Complètement. Je rejoins ton point de vue là-dessus. Je trouve que justement, le cinéma, c'est un médium extraordinaire pour soit aussi bien faire passer des messages, changer des mentalités, provoquer du débat. La preuve en est, tu vois, on discute toutes les deux et on échange quand même sur des sujets assez important aujourd'hui. Donc, ouais, ouais, je rejoins complètement ce que tu disais. Et tout à l'heure, on en parlait en off sur Pedro Almodovar et ta rencontre. Est-ce que tu peux nous c'est un peu partager ça? anecdotique, mais c'est une blague que je raconte souvent. Parce que c'est pour dire à quel point j'ai Ouais, fait la distinction entre la rencontre et l'influence quand même que la filmo a eu sur moi. C'est juste que j'ai rencontré Pedro Almodovar dans une fête à Cannes. Et en fait, ça faisait des années que j'étais vraiment fan de sa filmo, de tout ce dont on parle depuis l'échange, depuis tout à l'heure. Et en fait, j'ai vécu en Espagne et effectivement, dans la dynamique, je me disais, en fait, je sais exactement ce que je lui dirais si je le croisais. Je lui dirais donc en espagnol, je lui parle en espagnol. Je lui dis, voilà, j'ai ouais, appris j'ai appris l'espagnol pour parler un jour avec toi. Et je me disais, bien, quand même, percutante waouh, cette phrase. Tu vois. Je me dis, ouais, bon, si un jour j'ai l'occasion, je le dirai, je le ferai. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai rencontré, je lui ai dit exactement cette phrase-là. Et il est resté complètement hermétique à ma phrase. Pas du c'est tout pas réagi. vrai. Ouais, c'était Ah un peu frustrant. mince. Non, non, mais en fait, j'en ai ri a posteriori, mais c'est pour dire que déjà parfois, c'est pas forcément essentiel enfin, entre la perception qu'on se fait, Oui, voilà, et oui, ce oui. qui est important aussi, c'est ce qui reste. Les films sont plus importants que la personne, même si je suis partisane de ne pas séparer l'homme de l'artiste. Mais bon, là, on est quand même sur quelque chose de très Ouais. anecdotique, hein, donc c'est pas gravissime. Il pouvait ne pas avoir envie de me taper la discute. On lui jette pas la pierre. Oui. Bon, au moins, tu lui as dit la phrase que tu J'ai dit voulais et j'ai voilà. dit la phrase. C'est Non, c'est assez anecdotique. Mais en réalité, c'est marrant parce que ça a clôturé une boucle. Parce que c'est vrai que ben, ça arrivait à peu près au moment où, en fait, j'étais déjà bien ancrée enfin, dans mon rôle d'adulte. Et en fait, j'ai pu ouais, passer, je suis passée à une autre phase un peu de ma vie après cette rencontre. Elle est pas, c'est pas exclusivement lié à cette rencontre, mais c'était marrant parce que c'était un alignement de planètes assez, ouais, ouais, la bonne ouais. étape. Et justement, parce que Pedro Almodovar est quand même connu pour ses films, donc tournés, réalisés en Espagne, ou en tout cas faits principalement, majoritairement en espagnol. Est-ce que tu as vu, récemment son dernier alors ses 2 derniers Alors non, courts-métrages? j'ai pas vu celui avec Ethan Hawke et non, Oui, je les ai pas vus parce que j'étais pas à Cannes cette année. Du coup, j'ai pas eu l'occasion de les voir. Mais il faut que je me rattrape. J'ai ouais, été étonnée de la démarche du court-métrage. Donc, oui, je l'ai questionné un peu. Et après, je pense que c'est aussi certains cinéastes arrivés à un certain niveau de notoriété et une certaine expérimentation artistique. Il y a un côté un peu militant aussi, j'imagine, à aller faire du cours. Il n'y a pas de modèle économique, personne ne va me faire chier.
et je vais faire exactement ce que je veux parce que les enjeux sont pas les mêmes. Bien sûr, ouais. Alors pour le coup, le modèle, enfin le court-métrage, c'est un format que je connais bien, parce que comme une image, pour le coup, c'est une typologie de création qu'on accompagne beaucoup. Et c'est une façon de s'exprimer qui est très très riche. Hein. C'est pas exclusivement. Enfin, moi, je me bagarre un peu pour rappeler, et j'en ai parlé d'ailleurs, parce qu'on a fait un retour de palmarès du festival de Clermont-Ferrand à Commune Image, et j'en ai parlé à cette occasion-là. J'avais dit, c'est pas exclusivement, euh, comment dire, la porte d'entrée vers le long métrage. C'est-à-dire qu'il y a une capacité d'expression dans le cours. Bah, en tout cas, si tu as l'occasion de voir ces deux derniers, moi j'étais assez curieuse parce que du coup, par rapport au format, et ensuite le fait que ce soit tourné aussi en anglais. En tout cas, on est sur complètement autre chose et du coup avec d'autres acteurs. On retrouve toujours la patte Almodovar avec voilà, des histoires d'amour plus ou moins tragiques pour certaines. Mais je trouvais que c'était hyper intéressant et notamment pour le premier avec sous un format très C'est ça, western en c'est un fait. western. Ouais. Et l'autre, sur le deuxième, on est beaucoup plus dans un huis clos et un peu un effet cathartique quand même, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant. Donc franchement, on est toujours dans la même veine et on sent on est avec lui et voilà, il analyse les relations, etc. Mais ouais, c'était hyper bien fait. Ça me met même un peu. Moi, je suis restée un petit peu sur ma faim à chaque fois parce que tu commences à être dans l'ambiance et t'es installé et après tu passes au deuxième court métrage. Donc ouais, j'ai trouvé ça hyper bien. Et du coup, est-ce que tu aurais, alors pour aller un petit peu plus loin, on va dire plus largement que sur la filmographie de Pedro Almodovar, mais tu nous parlais de féminisme tout à l'heure, du mouvement MeToo, etc. Est-ce que tu aurais des recommandations de films et de séries à nous faire Ouh autour là de ce là, thème? mais j'en ai tant. J'en ai tant, mais à chaque fois, c'est quand on me pose la question que. Ouais, si tu devais en retenir, allez, 3-4, ce serait lesquels? Alors, écoute, bah, là, j'ai été à l'expo que je recommande, l'expo sur l'expo Agnès Varda à la Cinémathèque, que je recommande. C'était un très bon moment. Et du D'accord. coup, je me suis replongée un peu dans la filmo de Agnès Varda, et là, j'ai revu des formats, et du coup, je ne peux que recommander se repencher sur la femme assez extraordinaire. Enfin, il y a des prises de parole, des extraits de ces prises de parole dans l'expo qui sont folles de modernité. Oui. Ça, je recommande. Voilà, du coup, là, je suis en train de regarder Cléo de 5 à 7, qui n'est pas forcément le plus représentatif, mais par exemple, Hors la loi ou Amour. Enfin, il y a plein de façons de représentation de la femme qui sont très, très modernes pour l'époque. Donc, voilà, je recommande Agnès Varda en ce moment. Ouais. C'était une redécouverte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme série? Alors oui, si, une série que moi j'adore, pour plein de raisons que je vais décrire après, mais c'est la Marvelous Miss Ouais. Maisel sur Prime, qui est une série sur une femme qui se lance dans le stand-up à New York dans les années 60, qui est une série qui est extraordinaire parce que déjà, c'est que des acteurs formidables, avec des interprétations qui sont de très très haut vol, des dialogues qui sont dignes du Seinfeld des années 90. Vraiment, on rit énormément et c'est très OK. très bien écrit. Et puis aussi pour les décors et pour les costumes, enfin vraiment c'est un bonheur, c'est un vrai voyage dans le temps et c'est hyper agréable. Et puis elle est très badass, Miss Maisel, donc je recommande. Good OK. et pourtant c'est plein de suspense. Voilà, moi je recommande. Et elle a eu pas mal d'émis, je crois. Hein. Elle en a eu plusieurs années de suite. Donc, je suis pas la seule à m'en être rendu compte. Non, c'est pas D'accord. complètement, ouais, c'est pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu. Je suis pas déçue. Donc ça, c'était la série féministe qui m'a bien marquée. C'est The Darden. Moi, j'adore les films de Diablo Cody. Donc, Diablo Cody, c'est elle qui a fait OK. Juno, qui a fait voilà. Oui. Et qui a une vision, donc qui elle-même est un personnage assez fabuleux parce que elle a été blogueuse, stripteaseuse avant de devenir scénariste, et même d'avoir un Oscar. Mais elle a une façon aussi de dépeindre les femmes, des personnages qui peuvent paraître caricaturaux et qu'en fait elle arrive à toujours dépeindre avec une certaine forme de nuance. Et c'est toujours des femmes, Mmh. enfin, genre deux.
de la mère de famille débordée à la chômeuse de longue durée en passant par la fille mère, il y a toujours dans ces personnages quelque chose d'assez universel, alors qu'on est sur des trajectoires qui paraissent, qui peuvent paraître assez éloignées de nos propres trajectoires parfois. Ouais. Moi, je suis assez fan du travail de Diablo Cody aussi parce que j'ai une vraie sensibilité au dialogue et que Juno, par définition, c'est vraiment, il y a des échanges qui sont assez mythiques. Ok. Et est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es allée au cinéma? Tout à fait. Je m'en souviens, je m'en souviens un peu parce que j'ai un grand frère et une grande sœur qui me l'ont raconté 12 fois. Mais j'ai été voir Ouais, Basile détective privé de d'accord. Disney, qui était la sortie de l'année quand je devais être en petite section, tu vois, je devais avoir 3 ans, 3 ou 4 ans. Donc on est je vais pas tout sortir, mais on est à la fin des années 80, parce que je suis pas née hier quand même. Et, et je me souviens très bien, et j'ai fait apparemment une crise de nerfs quand la lumière s'est rallumée et je voulais pas partir. Je voulais pas Wow, sortir de la ok. salle, un gros caprice que je voulais pas sortir de la salle. Et ce qui est assez drôle, c'est que la première fois que j'ai emmené ma fille voir un film, elle m'a fait Oui. exactement la même. Ah, L'histoire s'en souviendra. J'ai emmené voir La Patte ok. Patrouille numéro 1 Ok. et qu'elle m'a fait la même. Et quel est le film ou la série dont tu ne te lasses jamais de regarder? J'ai des films de mon enfance en fait. C'est plus, j'ai des films Madeleine de Proust, Ouais. voilà, quand j'ai eu la chance d'être gamine dans les années 90 et donc d'avoir, tu vois, des films qui sont assez emblématiques de la pop culture des années 80-90 que je peux revoir, re-revoir, re-re-revoir et dont je connais tous les dialogues par cœur. Euh, Tu vois, je pense à la trilogie Retour vers le futur. Le 2, c'est le meilleur. Ouais, Et les Goonies. J'ai aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup vu Star Wars. Le 2, c'est le meilleur aussi. L'un que je d'accord. préfère, c'est mon préféré. Donc, tu vois, Stand By Me. Alors, plutôt tous ces films-là qui sont un peu des films Madeleine de Proust pour moi, des films d'enfance, des films d'amitié. Ce sont des films que j'ai vus, revus, J'essaie de trouver tu vois, un filigrane de ce format-là, mais hormis le fait que ça correspond à une période d'innocence pour moi, Ouais. et que donc c'est un peu un voyage dans le temps, je ne saurais pas trouver trop de minigré. Ok, ouais, on est à peu près dans la même période et comme tu le disais, des films un peu de bande. Et d'ailleurs, quand tu en parles, ça me fait penser à la série Stranger Things. Oui, voilà, mais Tu vois, un peu cet c'est esprit-là. complètement ça. Et je pense que pour ma génération, Stranger Things, c'est ça. C'est un, c'est un voyage dans le temps. Alors, mais parce que moi, ce que je trouve que j'ai plus de mal à lire, c'est que vont aller y trouver la génération, la Gen Z, tu vois, Ouais. parce que c'est quand même très éloigné de leur mode de vie, mais Mais je pense que c'est peut-être ça qui les attire aussi, justement. Ce fantasme un petit peu nostalgique et d'aller regarder un peu comment c'était avant, entre guillemets, ou en tout cas, je pense qu'il y a un petit peu je pense que c'est un petit peu ça, en tout cas, cette nostalgie-là et de regarder et de voir, et qui est tout un univers bah, graphique, artistique autour de ça. Je pense que c'est ça, non? oui, puis je pense, enfin, après, il y a tout le discours aussi qui vise à dire que ben, les années 80-90, c'est un peu le pic de l'innocence sociétale et Ouais. que depuis, ça n'a fait que décrépir. Et justement, à cette jeune génération qui nous écoute, est-ce que tu aurais quelque chose à leur dire sur le cinéma aujourd'hui? Parce que c'est vrai que tu vois, le cinéma, je pense, je peux parler pour nous deux, mais on a grandi avec le fait de pouvoir aller dans la salle de cinéma, que c'était un moment d'aller au cinéma, d'être dans une salle, de voir un film sur grand écran. Euh, il y a toute cette cérémonie entre guillemets, mais du coup aujourd'hui on a accès au cinéma ben, sur toutes les plateformes, sur le téléphone, sur des écrans complètement différents. Donc qu'est-ce que tu auras envie de leur dire aujourd'hui? En fait, pour moi, on a besoin d'eux. On n'a pas besoin d'eux que dans la salle. On a besoin d'eux aussi pour réinventer le cinéma. Ce que je peux comprendre, c'est que pendant un certain temps, ils ne se sont pas sentis représentés dans les contenus. C'est votre responsabilité de professionnel, qui est une des variables qui ont fait aussi que cette génération-là s'est peut-être distanciée de la salle. Et pas que les consommations, enfin le confort du chez-soi ou du téléphone, ou la proximité du téléphone, etc. Il y a aussi le fait qu'au niveau des contenus
contrairement aux plateformes, par exemple, qui ont été plus à l'écoute de leur audience. Il y a eu un maintien d'un entre-soi qui a eu une influence sur ça. Et donc, moi, j'ai envie de leur dire, plus que d'aller en salle, parce que, bon, voilà, on peut partager notre goût, notre passion, ou ce que ça a eu comme influence sur nous. J'ai envie de leur dire qu'il y a une myriade de métiers sur cette chaîne de prod et cette chaîne de diffusion, que ces métiers ne leur sont pas inaccessibles, et que c'est parce qu'ils vont s'y intéresser et intégrer cette chaîne de prod qu'on va péter le plafond de verre et qu'on va refaire des films qui leur parlent. Et c'est plus ça, pour moi, c'est plus ça l'enjeu. Je pense pas qu'on puisse, tu vois, enfin, il y a des sujets qui sont des non-sujets, dire la salle de cinéma, c'est trop cher. Non, c'est faux, le cinéma est en réalité très accessible. Je ne vais pas rentrer dans des détails économiques, mais en réalité, en valeur nominale, face à l'inflation, le cinéma est beaucoup plus accessible aujourd'hui qu'il était dans les années 90, donc c'est pas la réalité. Il y a effectivement une myriade de contenus sur plein de plateformes dont tu parlais, mais je pense que ça, c'est pas totalement le sujet non plus. Je pense que la salle a survécu à tout plein de révolutions techniques, du muet, en partant du muet jusqu'au parlant, puis le numérique, la 3D, et puis pour finir aujourd'hui avec la VR et j'en passe. Et la salle existe toujours, donc je suis super inquiète de ça. J'ai plus envie de leur dire, prenez le projet en main, on a besoin de vous. Ok, écoute, j'espère que ce message sera entendu. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous partager une émotion ou deux qui vient clôturer tout ce qu'on vient de se dire? Optimiste. Ok. Je suis optimiste parce que je pense qu'on n'a pas le choix aujourd'hui et dans notre échange, et dans mon choix d'être dans la transmission aujourd'hui, j'ai envie d'être résolument tournée vers le futur et de me dire que le cinéma, c'est un super outil de dialogue transgénérationnel, mais pas que, et qu'on a vachement besoin d'outils pour continuer à dialoguer les uns avec les autres aujourd'hui. Ok, écoute, merci beaucoup Caroline. J'espère que cet épisode a résonné avec vous. N'hésitez pas à venir échanger avec moi sur Instagram ou sur TikTok. Rendez-vous pour le prochain épisode en compagnie de Stéphanie. À très vite.